Bonjour. Vous savez, il y a des lieux qui semblent vraiment respirer les histoires passées, n'est-ce pas? Ces vieilles maisons, un peu isolées, on a l'impression que les murs pourraient raconter tellement de choses. Mhm. Surtout quand le voisinage leur colle une étiquette aussi glaçante que la maison du crime. Ah oui, ça plante le décor, c'est clair. C'est dans ce type d'ambiance qu'on va plonger aujourd'hui, je crois. Exactement. Une atmosphère très typique de la littérature populaire du début du XXe siècle, en fait. Tout à fait. On va explorer l'univers d'un auteur assez fascinant de cette période, Maxime Audouin, et on va s'intéresser plus particulièrement à un de ses romans au titre très évocateur, Le puits qui pleure. Alors, notre objectif aujourd'hui, découvrir un peu qui était cet auteur, Maxime Audouin, et surtout poser le décor de ce roman, essayer de saisir l'atmosphère, de rencontrer les personnages principaux, ce cadre breton. Sans révéler l'intrigue, bien sûr. Évidemment, juste comprendre ce qui a pu séduire les lecteurs à l'époque, ce mélange de mystère provincial, peut-être d'étrange. Ah, c'est ça, comprendre un peu le terreau sur lequel cette histoire a poussé, et pour ça, faut commencer par l'artisan derrière l'œuvre, non? Qui était vraiment ce Maxime Audouin? Alors justement, ce nom, Maxime Audouin, ce n'est qu'un pseudonyme, c'est ça? J'ai cru comprendre. Exactement. Derrière ce nom se cache Léon Eugène Delacroix, né en 1858, mort en 1925, et son parcours avant l'écriture est assez intéressant, parce que loin au départ des cercles littéraires parisiens. Ah oui, on imagine souvent les écrivains, enfin, baignant dans les lettres depuis toujours. Eh bien pas lui, pas au début en tout cas. Il a d'abord été enseignant, puis il est devenu principal de collège à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Une carrière somme toute respectable, assez conventionnelle. D'accord. C'est d'ailleurs là, à Fougères, qu'il commence à écrire, mais de façon assez modeste, on va dire. Une chronique locale au titre assez savoureux, Le Pourciau du Père Michel, paysannerie. Le Pourciau du Père Michel, ça sent bon le terroir. C'est difficile d'imaginer que de là, il va passer au drame et au mystère. Et pourtant, ce premier pas montre peut-être déjà un intérêt pour la vie locale, la province, ce qui sera un peu sa marque de fabrique plus tard. Mais d'ensuite, oui, il prend un virage assez radical et il se lance vraiment corps et âme dans l'écriture populaire. Et là, sa production devient foisonnante. Foisonnante, c'est-à-dire? On parle de combien d'œuvres? Ben, on parle de centaines de contes et de nouvelles et de plusieurs romans. Il devient vraiment un pilier du roman feuilleton. Et ça, c'est crucial de comprendre l'importance de ce genre à l'époque, fin 19e, début 20e. Ah oui, le roman feuilleton, c'était un peu la série télé d'aujourd'hui pour les journaux, pour fidéliser les lecteurs, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'était un moteur économique énorme pour la presse. Chaque jour ou chaque semaine, hop, un nouvel épisode, souvent fini sur un suspense insoutenable. Un cliffhanger? Voilà, pour que les gens achètent le numéro suivant. Les journaux se les arrachaient, ces auteurs populaires. Audouin, par exemple, il a publié dans le Nouvelliste de Lyon, un grand quotidien régional, des titres comme Le Gouffre d'Or ou Les Deux Jeannes. Et son succès, il s'est arrêté aux frontières de la France ou... Non, il a dépassé les frontières. Certaines œuvres ont été traduites en espagnol, d'autres ont été publiées au Québec aussi. Ça montre quand même une certaine reconnaissance et peut-être l'universalité des thèmes qu'il abordait, même s'ils étaient ancrés dans un contexte très français. D'accord. Et parmi ces titres les plus connus, on a donc Le Fiacre Sanglant, Le Gouffre d'Or. Oui, et notre fameux puits qui pleure, bien sûr. Est-ce qu'on a une petite idée de sa recette, de ce qui plaisait tant dans son style? Alors, on a une piste intéressante grâce à une publicité pour le Gouffre d'Or, parue dans le Nouvelliste. Elle décrit le roman comme puissant et mystérieux. Et elle ajoute qu'il fait passer le lecteur du rire à l'horreur tragique ou à l'émotion la plus poignante. Du rire à l'horreur tragique. Ce grand écart émotionnel, ça devait être assez prenant, oui? C'était une des clés du feuilleton, hein, ne jamais laisser le lecteur s'installer tranquillement dans une seule émotion. Ce mélange des genres mystère, drame, parfois une petite touche d'humour noir, ou au contraire de la sentimentalité un peu exacerbée, ça permettait de maintenir l'attention et de plaire à un public très large qui cherchait des émotions fortes et variées. D'accord. Et Audouin, visiblement, maîtrisait bien cet art de la manipulation émotionnelle narrative, si on peut dire. Très intéressant. On comprend mieux le contexte de production. Alors, venons-en maintenant au puits qui pleure.
Comment ce roman s'inscrit là-dedans? Eh bien, il en est un parfait exemple. Très probablement publié en feuilleton lui aussi, il combine tous ces ingrédients, un drame familial, une enquête pleine de mystères, et le tout ancré dans un décor provincial très très typé qui joue un rôle essentiel dans l'histoire. Alors, plantons ce décor. Direction la Bretagne, c'est ça? Oui, l'action se passe à Saint-Julien, une petite ville bretonne décrite comme pittoresque, offrant même, je cite, une vision du Moyen Âge. Ce choix n'est pas innocent, hein? Ah non. Non. La Bretagne, à l'époque, pour beaucoup de lecteurs parisiens ou urbains, c'était une région un peu à part, chargée de légendes, de traditions fortes, parfois vues comme plus sauvages, plus mystérieuses. Donc ce cadre, d'emblée, ça installe une atmosphère particulière. Et au cœur de cette petite ville, Saint-Julien, il y a cette fameuse maison du crime. Pouh, un nom qui donne pas franchement envie d'y éménager. C'est tout le paradoxe, hein. D'un côté, la maison est décrite comme une belle demeure bourgeoise, cossue, un grand vestibule, une salle à manger avec des lambris, et surtout, depuis le premier étage, une vue magnifique sur les environs. Elle a un certain cachet, un jardin en terrasse qui descend vers la ville basse. Oui, ça a l'air charmant, mais de l'autre, cette réputation, qu'est-ce qui s'y est passé exactement? Un drame. Un certain monsieur Honoré y a été assassiné, étranglé dans son lit. Et depuis, la maison est considérée comme maudite. Personne ne veut y habiter. C'est le grand classique de la maison hantée par un passé tragique, un lieu à la fois attirant par son charme un peu désuet et repoussant par son histoire. Et qui va avoir l'idée un peu folle de s'y installer? Notre narrateur. Mhm. C'est un jeune professeur de 4e, célibataire, qui vient d'arriver à Saint-Julien pour son premier poste. Il cherche une petite maison et évidemment on lui propose celle-là. La seule disponible et sans doute pas très chère vu sa réputation. Le piège classique. Et il accepte. Il n'est pas un peu superstitieux? Alors, il se décrit lui-même comme n'étant pas peureux, plutôt rationnel. Donc il prend la maison en location auprès de la nouvelle propriétaire qui est Mone, l'ancienne et fidèle domestique de la victime. Ah, d'accord. Et elle s'engage même à rester à son service pour le ménage, la cuisine. C'est elle qui va devenir sa principale source d'informations sur les lieux et leurs secrets. Mon. Elle doit en savoir des choses sur ce crime. Est-ce que l'affaire est classée au moment où le narrateur arrive? Officiellement, oui. Le neveu par alliance de M. Honoré, un jeune homme qui s'appelle Jean Grenier, a été arrêté, jugé et condamné pour le meurtre. Mais voilà, à Saint-Julien, tout le monde n'est pas convaincu. Mone, la première, elle clame haut et fort l'innocence de Jean Grenier. Elle est persuadée qu'il y a eu erreur judiciaire. Ah, voilà qui a de quoi piquer la curiosité de notre narrateur-professeur. L'enquêteur amateur qui sommeille en lui se réveille. Exactement. Intrigué par cette histoire, par les doutes qui planent, il commence à se renseigner, à poser des questions. Il devient cet observateur extérieur qui va essayer de démêler le vrai du faux dans cette petite communauté, soudée par ses secrets. Et c'est là qu'intervient l'élément le plus étrange de la maison, celui qui donne son titre au roman. Le fameux puits qui pleure. Rien que le nom, ça fait froid dans le dos. Il se trouve où ce puits et pourquoi ce nom? Il se trouve dans la cave de la maison. En apparence, c'est un puits tout ce qu'il y a de plus normal. Une margelle circulaire en maçonnerie, une vieille poulie toute rouillée, une corde, de l'eau qui dort au fond. Mais Mone raconte au narrateur une histoire assez troublante. Encore Mon. Décidément, c'est la mémoire vive de cette maison. Absolument. Elle affirme avoir entendu des bruits très, très étranges venant du puits la veille du meurtre de M. Honoré. Elle décrit ça comme une chanson triste, ou encore, plus bizarrement, comme un chat qui miaulait sous la terre. Un chat qui miaule sous la terre. C'est pour le moins insolite, oui. Et Mon, comment elle interprète ça? Ah pour elle, c'est clairement un présage funeste, voire une manifestation du malin, comme elle dit. Elle est très superstitieuse, elle est convaincue que le puits est lié d'une manière ou d'une autre au crime, peut-être comme un conduit pour des forces obscures, quelque chose comme ça. C'est tout le poids du folklore, des croyances locales qui s'expriment à travers elle. Et notre narrateur, plutôt cartésien au départ, face à ces histoires de chats souterrains. Il est sceptique, bien sûr, au début. Il cherche une explication rationnelle. Et d'ailleurs, il observe lui-même un phénomène curieux. Le niveau de l'eau dans le puits baisse parfois brutalement, de façon anormale. Et cette baisse rapide, ça crée des courants d'air dans le conduit du puits, ce qui produit des sons étranges, des vibrations. Il décrit ça comme des soupirs de harpe éolienne ou des frôlements. Ah, donc il y aurait une explication physique possible aux pleurs du puits. L'acoustique d'un vieux puits qui joue des tours en quelque sorte. C'est une possibilité qu'il envisage, oui. Mais l'affaire se corse un peu.
En fouinant chez un brocanteur, le narrateur tombe sur un vieux document, un plan qui date de l'époque de la Révolution française. Et ce document suggère l'existence d'un passage souterrain, une sorte de communication entre ce puits de la maison du crime, qui est dans la ville haute, et un autre puits, situé, lui, dans la ville basse. Une communication souterraine? Ah oui, là, ça change tout. Est-ce qu'on sait à qui appartiendrait cet autre puits? Le document ancien mentionne un nom. Et ce nom n'est autre que celui d'un certain docteur Grandot, un personnage dont on va reparler, j'imagine. Et là, soudain, le puits n'est plus seulement un lieu de superstition ou de phénomènes acoustiques bizarres. Il devient potentiellement une pièce maîtresse d'une machination bien humaine, un élément clé lié au crime d'une manière beaucoup plus tangible. Le mystère s'épaissit considérablement autour de ce puits. Passionnant, hein? Parlons un peu des autres personnages qui gravitent autour de cette affaire. On a déjà croisé le narrateur et la fille Mon. Oui, le narrateur, c'est notre guide, cet intellectuel un peu naïf au début qui va se laisser complètement happer par l'enquête au point que ça devienne une obsession. Maune, elle est essentielle. Le lien avec le passé, la source des traditions, des rumeurs, mais aussi un point d'ancrage très concret avec sa cuisine réconfortante et tout. C'est le contraste entre le rationnel et l'irrationnel, l'ancien et le nouveau. Et Jean Grenier alors, le condamné. Quelle image le roman nous donne de lui au début? C'est vraiment l'archétype de l'innocent accablé. Maune le décrit comme doux et timide comme une demoiselle, incapable de faire de mal à une mouche. Son mobile supposé, c'est l'héritage de son oncle, mais c'est contrebalancé par le fait que Monsieur Honoré contrariait son histoire d'amour avec une certaine Mademoiselle Verneau. C'est une figure tragique et son sort motive en grande partie l'engagement du narrateur dans l'affaire. Face à cet innocent présumé, il faut bien un suspect. Vous avez mentionné un certain docteur Grandot. Le docteur Prudent Grandot, oui, c'est le neveu direct de la victime, Monsieur Honoré. Détail qui a son importance, son oncle l'avait déshérité. Apparemment, il ne pouvait pas le sentir. Et ce docteur n'a pas très bonne réputation à Saint-Julien. On murmure qu'il a mené la vie à Paris, qu'il est revenu complètement ruiné. Et comme par hasard, la condamnation de Jean Grenier arrange bien ses affaires, j'imagine. Exactement. Non seulement il hérite de la fortune de l'oncle à la place de Jean, mais en plus, il courtise l'ancienne fiancée de Jean. Le portrait physique que le narrateur en fait est assez peu flatteur. Un air dur et en dessous, des manières de soudard à peine frotté d'éducation, et surtout un regard froid qui contraste avec un sourire qualifié de félin. Il a tout du suspect idéal, presque trop évident peut-être. C'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, n'est-ce pas? Et Mademoiselle Vernon, alors? Oui. Elle vient d'une famille notable de la ville, elle est évidemment dévastée par le sort de Jean, et en plus, elle se retrouve sous la pression du docteur Grandot. Elle incarne la pureté, la souffrance, et le narrateur voit en elle une alliée potentielle pour faire éclater la vérité. Et pour compléter ce tableau de la vie de province, il doit y avoir quelques figures secondaires pour l'ambiance. Tout à fait, elles sont importantes pour l'ancrage social. Il y a Monsieur Surmont, le directeur de la Gazette de Saint-Julien, qui est plutôt sympathique et qui va devenir un soutien pour le narrateur. Il y a Madame la Présidente, une notable locale, source de commérage indispensable dans une petite ville. Ah oui, les commérages. Et puis il y a le pittoresque Père Jérôme, un vieux chouan. Un chouan, c'est-à-dire un... Un ancien combattant royaliste de l'époque de la Révolution française. Le père Jérôme est décrit comme centenaire, donc c'est un lien vivant avec le passé historique qui est évoqué par le fameux document sur les puits. Tous ces personnages secondaires, ils tissent la toile de fond sociale de Saint-Julien, avec ses hiérarchies, ses secrets partagés, ses tensions latentes. Tout ça brosse une atmosphère assez dense dès le début du roman. Si on devait définir un peu le genre, le style, d'après ces premiers éléments. On est clairement dans le roman de mystère qui préfigure le roman policier moderne, mais avec des composantes très fortes de drame sentimental, la mort contrariée, l'innocence bafouée, tout ça. Il y a aussi une touche évidente de gothique, voire de fantastique léger, apportée par l'aura de la maison. Et le potentiel feuilletonesque est maximal. Du suspense, des personnages bien campés, des rebondissements qui s'annoncent. Et le fait que ce soit raconté à la première personne par le narrateur lui-même, ça doit renforcer l'immersion, j'imagine ? Absolument. On épouse son point de vue, ses découvertes au fur et à mesure, ses doutes, son obsession qui grandit. Ce contraste permanent entre le charme apparent de la Bretagne provinciale, ce côté un peu carte postale pittoresque, et la noirceur qui se cache juste sous la surface. Le crime impuni, les haines familiales, les superstitions tenaces, les calculs sordides. Le suspense vient autant de l'enquête elle-même que du danger que le narrateur semble courir en fouinant.
On sent bien comment tous ces ingrédients s'inscrivent parfaitement dans le goût de l'époque, au début du XXe siècle. Parfaitement. C'était une période fascinée par les affaires criminelles, qui commençait à s'intéresser à la psychologie des personnages, même si c'était parfois un peu rudimentaire. Les drames bourgeois, les secrets de famille, c'était des ressorts narratifs extrêmement populaires. Et puis, cette confrontation entre la rationalité naissante, l'enquête, la science, et les croyances anciennes, la superstition, c'était aussi un thème très porteur. Mhm. Sans oublier cet exotisme de la province pour les lecteurs des villes, et la petite touche historique avec la Révolution française, toujours source de fantasmes et de récits à l'époque. C'est vrai que même aujourd'hui, ces éléments continuent de nous parler d'une certaine façon. Maxime Audouin semblait vraiment savoir comment assembler toutes ces pièces pour créer une machine narrative efficace, prenante dès les premières pages. La maison hantée, l'innocent accusé, le notable véreux, les planter dans un décor évocateur et les articuler autour d'un mystère central vraiment intrigant. Ici, ce fameux puits. Et ce puits, justement, ça reste la grande énigme à ce stade de notre exploration. On ne sait pas s'il est juste un phénomène naturel un peu étrange, un conduit secret bien réel, ou s'il recèle quelque chose de plus. Insaisissable. Et c'est sans doute cette ambiguïté qui fait une bonne partie du sel de ce genre d'histoire. Ce doute qui persiste entre une explication tout à fait rationnelle et une autre, plus troublante. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Qu'est-ce que ça révèle de nous, de notre fascination, encore aujourd'hui, pour ces récits où le mystère semble littéralement suinter des murs, où des lieux comme cette maison du crime ou ce puits qui pleure deviennent presque des personnages à part entière? C'est une excellente question. Est-ce que c'est le frisson de croire que le passé laisse des traces tangibles, parfois inexplicables, ou est-ce que c'est plus simplement le plaisir intemporel d'une bonne énigme, bien ficelée, dans un cadre qui stimule l'imagination et nous rappelle que, derrière les façades les plus tranquilles peuvent se cacher de bien sombres secrets. Une énigme à méditer. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment détaillée qui nous a ouvert les portes de l'univers de Maxime Audouin et de son intrigant puits qui pleure. Ce fut un plaisir de remonter un peu le temps et de partager ces découvertes.